Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pascale Baumeister. Bonjour Pascale. Bonjour. Donc Pascale est consultante en personal branding et en management. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir raconter son histoire, qu'elle nous raconte surtout son histoire sur le changement qu'elle a effectué. Donc est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter la situation de départ avant ce changement? D'accord. Alors en fait, moi au départ, j'ai fait des études pour être créateur de costumes de théâtre et de cinéma. Et j'ai démarré ma carrière dans le milieu du cinéma et du théâtre, du ballet aussi. Donc j'ai eu la chance de faire une formation avec Alexandre Vassiliev, qui à l'époque avait monté une école qu'il a arrêtée après, malheureusement. Mais donc voilà, donc ça a été le début d'une super aventure et j'ai passé 2 ans et demi de ma vie entre les tournages, les pièces de théâtre, les ballets. J'étais passionnée d'histoire, j'étais pas passionnée par la mode à l'époque, mais vraiment par l'histoire et par les choses un peu particulières et spectaculaires. Donc voilà. Et puis en 1991, j'ai eu la chance de devenir maman. Mais malheureusement, je n'ai pas pu rester avec son père pendant très longtemps. Donc je me suis retrouvée vite seule avec mon fils. Et donc du coup, j'ai dû, pour ces raisons-là, arrêter le milieu du cinéma et théâtre. Parce que techniquement, je ne voyais pas comment c'était possible. À l'époque, peut-être qu'il y avait des possibilités, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne pouvais pas partir 2-3 mois comme ça et laisser mon fils tout seul. Puis, j'avais personne pour le garder, ni des parents, etc. Donc du coup, à l'époque, je me suis quand même posé pas mal de questions. J'ai un peu erré, je vous l'avoue, parce que quoi faire? Alors j'ai commencé à monter des petits projets, j'ai commencé à monter une entreprise pour fabriquer des robes de mariée. C'était très sympa, mais franchement, en tant qu'indépendante, en couturière indépendante, on ne peut pas gagner sa vie avec ça, parce que à l'époque, ce que je faisais, c'était très précis, et les gens n'étaient pas prêts à payer les sommes. Et le temps que je passais, je pouvais passer par exemple 3 jours à faire un ourlet, je veux dire, dans la tête d'une personne, c'est pas concevable de payer quelqu'un pendant 3 jours. Voilà. Donc du coup, j'ai arrêté les robes de mariée. Pourtant, j'en ai fait quelques-unes qui étaient assez extraordinaires. C'était une belle expérience, surtout de pouvoir permettre à ces femmes qui avaient un rêve, de réaliser leur rêve. Donc, c'était très sympa. Ensuite, je me suis retrouvée à Drouot. J'ai eu un petit passage aussi où j'étais courtier en émeraude parce que j'avais toujours été passionnée par les pierres précieuses et les pierres fines. Wow, courtier en émeraude, oui, alors déjà ça fait un petit pas. Un joli saut. Mais disons que c'était une opportunité qui s'est ouverte à moi, c'est-à-dire que j'ai toujours été passionnée par l'histoire et puis mon père en fait était passionné par les pierres fines et pierres précieuses et depuis ma toute petite enfance, j'allais toujours dans les salons de minéraux, des choses comme ça. Donc c'était un peu une opportunité qui s'est offerte à moi. Un jour, j'ai un de ses copains qui m'a demandé si je pouvais être son courtier parce que disait-il que j'avais plus le look que lui. C'est vrai que c'était un gros baroudeur, un peu à la Indiana Jones. Alors sur la place Vendôme, il passait pas très bien. Donc du coup, j'ai commencé à... Alors il vendait des émeraudes de Colombie. Donc j'ai commencé à vendre ces pierres. Ça a duré 1 an. C'était aussi une belle aventure. Moi, j'ai toujours choisi de vivre des aventures, mais c'était une très belle aventure parce que je ne les vendais pas sur la place exactement aux bijoutiers qui étaient connus, mais plutôt aux créateurs indépendants, etc. Donc, j'ai fait de superbes connaissances, j'ai vécu de belles choses intéressantes au niveau professionnel, et puis c'était des gens passionnés. Donc, du coup, voilà, mais en même temps, pas si facile que ça. D'accord. Et puis, dans quel sens? C'est pas évident de se trouver avec une fortune. J'avais toutes ces pierres qui étaient autour de ma taille dans une ceinture. Je me baladais comme ça de rendez-vous en rendez-vous. Je trouvais que j'étais toujours seule avec mon fils à l'époque et c'était aléatoire, quoi. Je veux dire, si je vendais une pierre, c'était génial, mais je pouvais passer plusieurs mois sans en vendre une. Et parce que bon, c'était aussi, c'était pas ma profession au départ. Oui. Je me suis lancée, etc. Donc à l'époque, je me suis vraiment posé la question et donc j'ai arrêté ça aussi. Et je me suis retrouvée à l'issue à Drouot à organiser des ventes aux enchères.
Donc les ventes aux enchères principalement dans les bijoux anciens et les pierres précieuses. D'accord. Voilà. Donc j'ai travaillé pour un expert de pierres fines et pierres précieuses et de bijoux anciens. Et pendant un petit moment, j'ai organisé... Alors moi, mon boulot, c'était de trouver quelle pierre, quel bijou, quelle parure allait dans quelle vente. Donc en fait, je travaillais, donc comme c'était un expert, on travaillait sur avec plusieurs commissaires-priseurs. Donc voilà. C'était une belle aventure aussi, mais là ça s'est arrêté plus pour des raisons personnelles. J'avoue que c'est un milieu qui n'était pas très clean et c'était pas dans mon éthique. Donc il y a eu des petites choses qui m'ont pas plu au niveau de l'intégrité, on va dire ça comme ça. On va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. Et puis en fait, je me suis donc à partir de là, je me suis retrouvée quand même là vraiment avec qu'est-ce que je fais. Et j'ai eu la chance à la base, je vous ai pas tout dit, mais à la base j'ai un diplôme de commerce quand même. Et donc du coup, j'ai trouvé l'opportunité d'être employée comme commerciale chez Olivetti. Olivetti à l'époque, c'était du matériel de traitement de texte intégré, donc c'était avant l'ordinateur. L'ordinateur, c'était une grosse machine et ce n'était pas encore dans le milieu professionnel classique. Donc j'ai commencé à vendre des machines à traitement de texte pour Olivetti en tant que commercial. Donc je me souviens du CWP1, c'était une petite machine rigolote. Et donc voilà, et j'ai commencé à travailler pour Olivetti, ça marchait très très bien. Mais c'est vrai que je n'avais pas l'âme de commercial. Même si en fait je gagnais pas mal de marchés parce que j'étais très proche des assistantes. Donc j'ai même gagné quelques concours. Mais le côté, à l'époque la vente, c'était très Olivetti, Xerox, etc. C'était extrêmement punchy. Donc voilà, c'est très masculin avec des énergies très guerrières. Et j'étais pratiquement la seule femme. Et ça m'allait pas trop, quoi. Alors moi, je me retirais un peu. J'avais des super résultats, donc on me demandait rien. Mais les réunions guerrières du matin, on est les plus beaux, les plus forts, les meilleurs. Ouais, les trucs de motivation de l'époque, c'était quelque chose. Je crois que ça se fait plus du tout maintenant. Donc du coup, à un moment donné, j'ai vu passer l'opportunité de devenir formatrice. En système de traitement de texte intégré parce que c'était pas si simple que ça. Elles utilisaient ces machines, tout a fonctionné par contrôle A, contrôle, voilà, avec des codes pour arriver à obtenir des fonctions. Et donc du coup, on m'a proposé de devenir formatrice sur les machines. D'accord, donc ça fait encore un pas. Ouais, c'est un gros machin. Voilà, c'est la vie qui m'a amenée à tout ça. En réalité, moi, la motivation principale, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose qui me passionne. Donc, alors c'est vrai que la vente de machines à traitement de texte ne me passionnait pas spécialement, même si j'ai toujours un bon relationnel. Mais voilà, mais de permettre à quelqu'un d'utiliser quelque chose et puis d'avoir de la pédagogie par rapport à ça, c'était déjà plus motivant. Et puis au fur et à mesure du temps, les choses se sont faites toutes seules. C'est-à-dire que d'une machine de traitement de texte, on m'a demandé un jour de faire de la formation sur la gestion du temps parce qu'il y avait un des formateurs qui était malade, qui ne pouvait pas l'assumer. Et comme ça, on m'a dit, tu as une semaine pour te préparer. On m'a filé des tas de bouquins à lire. Moi, j'avais aucune idée de... Alors évidemment, les formations, elles sont toujours préparées. Il y a une stratégie, il y a voilà, les étapes et tout. Mais c'est vrai que j'étais propulsée comme ça sur cette formation en gestion du temps. Et en plus, il y en avait 3 de suite. Donc 3 fois 2 jours sur 3 semaines. Donc tac, 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 tac. Et je pense que c'est les pires formations que j'ai pu faire de toute ma vie. Pire, vraiment. En termes de stress ou de... Oh non, mais en termes de formation elle-même, je veux dire que c'était n'importe quoi. C'était n'importe. Mais oui, parce que si vous voulez, quelque part, j'avoue qu'on ne m'avait absolument pas briefé. Oui. On m'avait donné des bouquins, on m'avait donné des PowerPoint à l'époque, et puis démerde-toi, quoi. En même temps, tous les experts ont été débutants un jour. Ah mais c'est sûr, mais ça a été une formation extraordinaire parce qu'à la suite de ça, je me souviendrai toujours, je me suis retrouvée dans le bureau de la responsable de formation qui m'a accueillie gentiment et qui m'a fait un truc mais qui m'a hallucinée. Elle m'a fait une petite pyramide comme ça. Elle m'a dit, vous savez, en fait,
les compétences d'un formateur, c'est ça. Et elle m'a tiré une ligne entre les deux, mais vraiment sur le toute petite pointe de la pyramide. Et elle me dit, vous en êtes là. Et là, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, plus jamais. Plus jamais je me laisserai, plus jamais je ferai quelque chose comme ça. Te laisser embarquer dans un truc Non, se laisser embarquer, génial. Mais plus jamais je ferai preuve d'incompétence. Et donc, ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire peut-être depuis le début, mais bon, eh ben, je me suis dit, bon, on va essayer de comprendre un petit peu la pédagogie. Voilà. Donc, j'ai commencé à apprendre mon métier de formateur après. Après avoir pris une grande tarte. Bon, c'est dit, les gens étaient contents. Et je pense que je leur avais transmis quelque chose d'intéressant. Mais voilà, mais bon, en même temps, ça a été pour moi une sorte de méga coup de pied aux fesses qui me disait, ok, bon, bah, écoute, maintenant que tu es embarqué dans ce métier-là, il va falloir que tu te formes quand même. Et puis voilà, et donc du coup, bah, j'ai continué dans cette voie. Et puis je me suis, après je me suis diversifiée petit à petit. Et un jour, par hasard, dans une soirée, j'ai rencontré des gens très sympas et en demandant, normalement, quand on rencontre des gens, on leur dit qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, et un monsieur me dit, je suis coach. Et moi, c'était la première fois de ma vie que j'entendais ce mot-là. Pour moi, les coachs, c'était du domaine du sport, etc. Et du coup, je lui dis, ah tiens, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous faites? Et il me raconte son métier, d'accompagner des gens, d'accompagner des directeurs, d'accompagner des cadres dans des projets, etc., etc. Et je trouve ça passionnant. Et je lui dis, mais comment on fait pour devenir coach? Parce que j'étais, voilà, c'est ça. Non, mais parce qu'en même temps, j'étais dans cette perspective de me former. Donc, j'avais déjà commencé à me former à la formation. Et puis, malgré tout, je continue à en animer des formations, même si je n'étais pas complètement au point. Vous avez accumulé de l'expérience. Oui, mais ça a été très formateur pour moi, parce que j'ai vraiment eu cette formation sur le terrain. Mais quand j'ai rencontré ce monsieur, c'était un Suisse, qui me dit, moi, j'étais aux États-Unis faire une formation. Là, je me suis dit, oups, partir aux États-Unis, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être simple. Parce que j'avais toujours mon enfant qui grandissait, mais j'étais toujours seule avec lui. Et donc, à ce stade, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai vraiment envie de me former. Alors, j'ai commencé à chercher sur Paris des formations en coaching. Alors, c'était toujours des trucs assez lourds, genre 2 ans, machin, truc, études. Et puis, j'ai pris rendez-vous pour voir qu'est-ce qu'ils me proposaient. Et j'avoue que ce qu'on me proposait ne me plaisait pas tellement. Vraiment. C'était pas, ça avait l'air très ésotérique. C'était pas. Je sais pas, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Alors, je me suis lancée à l'eau, mais complètement, en fait. Je me suis dit, il devait y avoir des cabinets de coaching sur Paris, il n'y en a pas beaucoup. Et je leur ai envoyé à tous une lettre précise en leur disant, voilà, je fais de la formation depuis longtemps, voici mon parcours, j'ai envie de devenir coach, j'ai pas les moyens de me payer une formation, mais j'ai des compétences commerciales, j'ai aussi des compétences en formation, alors si vous voulez me prendre sous votre aile, je pourrais vous aider à développer votre commercial. Et en même temps, vous me formez au coaching. Waouh! Tu vois, rien que ça, je trouve ça génial comme décision de se dire je vais faire ça, tiens, je vais tenter ça. Ouais, moi je me suis jamais posé vraiment beaucoup de questions, je vous l'avoue, même si souvent j'accompagne les gens et je leur demande de s'en poser, mais c'est vrai que ça a été toujours très instinctif pour moi. Et donc, malgré tout, le truc génial, c'est que je n'ai eu qu'une seule réponse, mais qu'une seule qui était la bonne en fait. Donc Nelly Michelin à l'époque, qui était responsable de l'Institut du coaching à Neuilly, m'a répondu, mais 2 jours après. Elle m'a appelé directement en me disant écoutez, votre petite tête m'a fait bien rigoler et je me suis dit qu'il fallait que je vous rencontre parce que je voulais bien savoir ce qu'il y a derrière cette lettre. Et donc on s'est rencontrés, ça a tilté. Et j'ai commencé à bosser avec elle et j'ai travaillé avec elle pendant un certain temps. Donc, alors avec elle, j'ai été formée à la PNL, à l'hypnose ericksonienne et à l'énéagramme puisque c'était l'outil. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est pas le sujet. C'est un outil en fait sur 9 profils, voilà, avec 9 profils qui permet de savoir, de comprendre un peu quelles sont les identités des personnes, etc. Et alors comme j'avais commencé à faire de la formation, d'emblée avec elle, j'ai fait de la formation en
C'était quoi déjà? C'était de la formation en estime de soi et affirmation de soi. Et ah oui, on travaillait sur un livre qui était intéressant, qui s'appelait « Parle-moi, j'ai des choses à te dire ». C'était très intéressant. Et donc du coup, alors par contre, elle a été sympa, elle m'a pas jeté dans l'arène totalement. Elle m'a donné sa formation, elle m'a donné des bouquins à lire, elle m'a permis de participer avec elle à des premières sessions dans lesquelles j'étais assistante, observatrice en fait. Et puis, mais au bout de la deuxième, quand elle a vu que j'étais à l'aise, parce que ça j'ai commencé à être à l'aise. Et puis bon, affirmation de soi, j'avais aussi quelques notions très personnelles. Et puis je m'étais déjà beaucoup intéressée au développement personnel. Donc voilà. Et donc j'ai fait des formations avec elle sur l'affirmation de soi. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre des petits contrats de coaching. Et puis, j'ai surtout aidé aussi la relation avec les entreprises. Alors, ce qui était très intéressant pour moi, c'est que j'ai d'emblée fait du coaching en entreprise. Donc, pas avec des particuliers, c'est ça? C'est venu après. Mais au départ, j'ai vraiment cette culture de coaching en entreprise avec des spécificités et des problématiques qui sont vraiment particulières. Voilà. Et puis Nelly Michelin, c'est quand même un sacré personnage. Elle a été pratiquement une des pionnières en France sur la PNL. Elle est partie aux États-Unis se former là-bas, etc. Donc, elle a toujours, je crois qu'elle a un peu ralenti parce que maintenant, elle est plus toute jeune. Elle a toujours une petite activité, mais je pense qu'elle est plutôt à la retraite aujourd'hui. Mais c'était une super expérience et une vraie expérience terrain, entreprise, action. Et puis c'est quelqu'un qui était très proactif et très dynamique. D'accord. Donc voilà. là, quand on parle de parcours, et puis parce que le sujet c'est aussi créer la vie que vous méritez, là je vois que vraiment vous avez à chaque fois, j'allais dire sur-rebondir, mais c'est pas ça en fait, c'est suivre un peu vos passions. Et tout le temps. Et puis quand il y avait peut-être des moments où vous ne saviez pas quelle était la prochaine étape, c'est de tenter des pistes et puis sans vraiment rester bloqué, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est-à-dire que moi, mon leitmotiv, c'est je ne peux pas faire quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je ne sais pas faire ça. Hein. Je l'ai fait. À un moment donné, d'ailleurs ça a été une expérience particulière, juste après Nelly Michelin justement, où là, en fait, bon, c'était plus, encore pour des raisons personnelles, je suis quelqu'un qui est assez émotif en fait. Donc j'ai perdu mon père et j'étais pas très bien. Vraiment, et à cette époque-là, je me suis dit, mais comment accompagner des gens alors que moi-même, j'étais un peu, je veux dire, j'étais à la limite de pleurnicher toutes les 5 minutes. Difficile d'être force d'action, quoi. Donc du coup, je me suis pas démontée. J'ai été, à l'époque j'habitais à Courbevoie, et j'ai été chez Manpower qui se trouvait à Neuilly. Et j'ai été les voir en leur disant, faut que vous me trouviez un job. Parce que là, je peux plus faire le mien pour l'instant. Donc là, faut que vous me trouviez un job. Et alors, c'était marrant. En fait, toute ma vie, ça a toujours été des rebondissements comme ça. Et parce que c'était assez rapide. Je me suis pas laissée couler très longtemps. Je me suis vue en train de couler. Je me suis dit, je peux pas faire ça, quoi. Je peux pas. Et l'activité professionnelle, j'ai toujours pensé que l'activité professionnelle était une source de motivation, quoi. Alors, on continue notre interview, on profite du beau temps parisien pour faire ça en extérieur. Tout à fait. Donc, on en était au moment où vous racontiez que vous faisiez cette transition entre le coaching et une autre activité. Oui, alors, en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, j'ai dû changer d'activité pour des raisons personnelles. Et je me suis pas démontée. J'ai été faire un petit tour chez Manpower qui se trouvait à Neuilly, à côté de chez moi. Et j'ai été les voir en leur disant, écoutez, en ce moment, je peux pas faire mon métier de coach parce que j'ai pas trop la pêche et je me sens pas vraiment une âme de coach là en ce moment, de dire aux gens, les aider à faire ce qu'ils veulent, etc. Donc, il faut que vous me trouviez quelque chose, mais j'avais aucune idée, je savais pas du tout. Pourquoi Manpower? Pourquoi parce que c'était celui qui était en face et que c'était le plus près, c'était juste une question de distance, voilà, il était là, je me suis dit, j'y vais, quoi. D'accord. Et c'est tout. Ouais, je me suis pas posé non plus. Oui, voilà, exactement. Et alors du coup, c'est assez marrant parce que ils m'ont demandé de faire un test de dactylographie. Je me disais, secrétaire, mais en fait, je m'en fichais. Ce qu'il fallait, c'est que je voulais avoir une activité professionnelle
pour pouvoir avoir une activité journalière et puis penser à mon boulot et pas autre chose. Et donc du coup ils m'ont dit que j'étais vachement rapide. Bah oui, c'est normal, hein, j'avais travaillé dans les machines à écrire, j'avais un peu de pratique. Et bref, 2 jours après ils m'ont contacté pour un rendez-vous chez Béguincet et en tant que responsable formation chez Béguincet. Je me suis dit pourquoi pas, génial. Donc c'est vrai que c'est un boulot un peu administratif. Je suis pas très bonne en administratif, mais j'ai été les voir directement au rendez-vous. Je leur ai expliqué mon parcours. Je leur ai dit que j'avais fait pas mal de formations, que j'avais été animatrice de séminaires, etc. Que j'avais construit pas mal de programmes, etc. Mais que j'y connaissais absolument rien au métier de responsable de formation. Et en fait, il y a un monsieur qui est devenu mon collègue par la suite, qui s'appelait Pascal aussi, qui me dit c'est pas un problème. Moi, je connais ça sur le bout des ongles et je pense que vous allez vous en sortir. Et puis par contre, je ne pense pas avoir vos compétences, donc du coup, on va s'organiser comme ça. Et puis voilà. Et je me suis retrouvée pratiquement quelques jours après m'être inscrite chez Manpower, chez Béguincet, en tant que responsable formation. Et donc j'ai fait un partenariat avec ce monsieur Pascal. Lui s'occupait de toute l'organisation des formations pour les usines, et moi je m'occupais des formations pour le siège. Et donc j'ai fait un truc très sympa, en fait. Je m'y attendais pas du tout, mais comme c'est vrai qu'administrativement j'étais nulle, et que visiblement le monsieur en question était passionné par tout ce qui était administratif, tableau et chiffres, ça tombait bien. Je lui ai laissé cette tâche. Et moi, j'ai pris mon petit catalogue sous le bras, un bloc-notes, et j'ai contacté tous les directeurs de la boîte pour leur demander un rendez-vous pour faire avec eux le point sur les formations. Alors, ils étaient super stupéfaits parce que ça n'avait jamais été fait dans la boîte. Ça, c'était assez marrant. Je me suis demandé comment c'était possible que ce soit jamais fait. Oui. Et donc, du coup, j'ai créé des super relations avec les directeurs, avec les cadres sup. Et on a monté en place des formations. Alors c'est vrai que comme j'avais une imagination un peu plus active que les formatrices, enfin que les responsables formation habituels, ça m'a permis de faire des choses vachement sympas. Et notamment à l'époque, j'étais soumise à 2 projets qui étaient compliqués. La gestion du stress, parce qu'à l'époque, il faut savoir que Béguincet, c'était ses dernières heures. En fait, j'ai arrêté cette mission parce que Béguincet a été racheté. Donc la société a fait faillite. Et aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est une marque. Ça a été racheté par une coopérative sucrière. C'est un peu voilà, c'est la première fois que voilà. Et donc, il y avait 2 problèmes. C'est la gestion du stress et les problèmes de coopération. Donc, je me suis amusée. Alors, j'ai cherché d'abord des formations, gestion du stress. J'ai pas trouvé quelque chose de très sympa. À l'époque, il y avait 2 possibilités. Soit des profs de yoga qui mettaient tout le monde sur des tapis à faire des trucs et des machins, soit des médecins qui vous expliquaient avec des grandes phrasés sur ce qu'était que le stress. Mais moi, je me suis dit, ça va pas aider grand monde. Les gens au quotidien, ils vont faire quoi? Parce que il y a plein de personnes, je ne les voyais pas sur un tapis en méditation, c'est ce que je veux dire. Et donc du coup, je me suis amusée, j'ai créé un jeu de société qui s'appelle Destress et je l'anime toujours aujourd'hui. Et en fait, voilà. Alors j'anime le jeu, mais en fait j'anime le séminaire et le jeu avec ou sans jeu, etc. Mais à l'époque, je me suis intéressée à ce sujet, donc du coup c'était passionnant parce que j'ai travaillé aussi avec la personne qui était chargée, enfin on avait comment on appelle ça, une infirmière avec un service médical. Parce que les gens étaient vraiment pas bien. Il y a des personnes qui bossaient là depuis 20 ans, ils savaient que ça allait finir, etc. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient pouvoir faire de leur vie. Les gens tombaient dans les pommes, il y a même eu une crise cardiaque. Vraiment, enfin, c'était un moment particulier, c'était un moment les gens super n'étaient pas forcément particulier. accompagnés non plus. Non plus. À l'époque, c'était il y a un moment déjà. Donc aujourd'hui, c'est devenu oui, ça se faisait pas forcément. Ouais, voilà. Et donc du coup, je me suis lancée dans cette aventure sur la gestion du stress et ça m'a passionnée aussi. Et puis la coopération, où j'ai créé aussi un jeu de société qui s'appelle le jeu de la coopération. À l'époque, j'ai aussi fait connaissance d'une autre entreprise qui s'appelait Tao Village. J'ai créé un jeu qui s'appelait le jeu du Tao. Mais le jeu du Tao était très intéressant pour les particuliers, mais pas vraiment adapté pour les entreprises. Donc, j'ai adapté une version du jeu du Tao. J'ai pris le processus
Et puis j'en ai fait quelque chose qui soit... voilà. Et ça aussi, je continue à l'animer dans les entreprises aujourd'hui. D'accord. Voilà. Voilà. Et alors je continue parce que voilà, pourquoi personal branding, comment j'y suis arrivée? Bon, après, à un moment donné, toujours pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de personal branding et j'avais jamais entendu parler de ça. Un peu comme l'histoire du coaching, ça s'est répété. Et donc c'était Béatrice Cuvelier qui venait juste de terminer sa formation sur le personal branding à l'époque, avec une société américaine qui s'appelle Rich. Elle était en train de prendre des accords avec eux et donc j'ai décidé de me former aussi au personal branding. Parce que là, moi j'ai toujours été passionnée par les gens, par l'aventure humaine, par les individus, par les projets, etc. Et quand j'ai vu ce que le personal branding était aux États-Unis, c'était absolument inconnu en France, vraiment. Je pense que Béatrice Cuvelier a été la première, je crois, à amener ça en France. Non, je crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre, une américaine, Bernadette Martin, qui a amené ça aussi, mais elle a toujours fait qu'avec des Américains en France, mais en anglais uniquement. Donc bref, je me suis formée au personal branding avec la société Rich. Et j'ai monté mon blog tout de suite parce que j'avais envie de parler de l'aventure que j'étais en train de vivre sans savoir vraiment ce que ça allait devenir. Et donc j'ai commencé, moi, le personal branding, ça m'a passionné, ça me passionne toujours. Et c'est toujours à propos de l'équilibre, de trouver sa place, trouver son équilibre, Alors moi, c'est vrai que, je sais pas si je suis vraiment un exemple, parce que vous avez vu que j'ai quand même une vie assez décousue, mais en tout cas, la recherche de l'équilibre, ça me connaissait. Oui. Puisque mon objectif, ça a toujours été de prendre du plaisir à faire ce que je faisais. Puis vous étiez à l'écoute aussi de ce que vous vouliez, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, on peut parfois faire des compromis de manière temporaire, mais ce que j'entends moi à travers de ce que vous dites, c'est que vous étiez quand même très à l'écoute de comment était la situation pour vous et de ce que vous vouliez faire, exercer, qui vous vouliez aider, etc. Tout à fait. Et puis, et donc cette formation, ça s'est fini en 2006, le blog, et puis après une rencontre totalement marrante et en fait j'ai une de mes amies qui organise des ateliers d'écriture. Je m'étais dit, comme j'écris un blog, j'ai peut-être besoin de quelques informations et quelques conseils sur le domaine, et donc je vais à son atelier d'écriture le matin. En plus c'était à Paris, je me souviens que j'étais pas très bien réveillée ce jour-là et je me retrouve assise devant une jeune femme et quand je lui dis, on se présente, voilà, bonjour, Pascal Baumeister, j'écris un blog sur personal branding, etc. Et une jeune femme qui est en face de moi, qui s'appelle Joanne Miralles, qui me dit, ah bon, vous êtes Pascal Baumeister, c'est vous qui avez écrit le blog sur personal branding? Je dis, bah oui, je me souviens, j'étais vraiment pas très bien réveillée et du coup ça m'a... Et elle me dit, mais justement, j'ai vu votre blog et je voulais vous contacter pour savoir si vous vouliez écrire un bouquin là-dessus. Alors là, donc voilà, et donc ça aussi, ça a été le début d'une aventure géniale parce que Joanne a été un vrai coach pour moi. Parce qu'évidemment, entre écrire quelques billets sur un blog et puis écrire un bouquin, il y a quand même oui, c'est pas la même expérience. Voilà. Alors à savoir que comme je suis quelqu'un de très cartésien, j'ai toujours, depuis le début, j'ai appris certaines méthodes, que ce soit la PNL, l'hypnose érectionnelle, tout ce que vous voulez. J'ai toujours fait des fiches techniques. Parce que c'était une manière de me souvenir, de me mémoriser même carrément les trucs que j'apprenais. Et donc du coup, je suis arrivée quand même avec un paquet de fiches techniques sur le personal branding. Et elle m'a dit, bah super, c'est parfait, il n'y a plus qu'à en faire un bouquin. Et donc voilà comment j'ai fini par écrire un livre sur le personal branding. Et voilà. Et voilà. Et donc du coup, je suis consultante en personal branding depuis 2006. Vous pouvez donner le titre du livre? Révéler sa véritable personnalité avec le personal branding, et c'est donc paru aux éditions Le Duc. Aux éditions Le Duc. Voilà. Comme devenir riche. Exactement. Donc, ce que j'aime bien dans votre parcours, c'est qu'on retrouve les rencontres, les personnes. C'est ce qu'on invite à nous à faire aussi, c'est ce qu'on appelle le réseau, tout simplement. Ah bah oui. Parce que c'est ça qui fait que on arrive à rebondir, à trouver des opportunités. Parce que souvent, quand on pense à reconversion, on pense à offre d'emploi. Et on se retrouve à rechercher des offres sur des sites, et ça c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. C'est une toute petite partie, c'est souvent pas la plus intéressante d'ailleurs.
Et donc c'est voilà, encore une preuve, s'il en fallait une, c'est clair. que c'est un levier capital. Ouais, en fait. ouais. Mais, moi j'ai envie de dire, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de contact. À l'époque je pensais pas être quelqu'un de réseau parce que je savais pas, voilà, c'est assez nouveau, on dit ça, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un de contact. Et puis je crois que ce qui a fait que j'ai pu rebondir comme ça, c'est que j'ai jamais eu peur d'aller voir les gens, de leur dire ouais, c'est génial ce que vous faites, comment on fait pour faire la même chose que vous. C'est à peu près toujours ce que j'ai fait en réalité, et de ne pas hésiter à dire j'ai envie de faire pareil que vous, comment je peux faire. Alors c'est vrai que ça c'est pas facile, mais et du coup en plus avec le personal branding, parce que j'ai fait mon propre personal branding, j'ai surtout structuré toute cette réflexion autour de ce que j'allais faire, oui. Mais après. Et j'avais déjà vécu ça, et ça a toujours été pour moi oser aller de l'avant, oser dire, oser poser des questions, oser demander, oser de faire des demandes. Moi, je crois que le fait d'avoir été commercial m'a appris à un truc, c'est que à part un nom, vous risquez pas grand-chose. Ouais. Et le ridicule ne tue pas. Non. Donc vous étiez donné toutes ces permissions en fait. Oui. Chose que parfois on ne se donne pas. Oui, c'est-à-dire que, et en même temps, je vous l'avoue, à l'époque, c'était pas vraiment conscient. C'est-à-dire que moi, ma vraie passion, c'est les gens et l'aventure humaine. Et en vérité, quand je rencontre quelqu'un qui a des histoires à me raconter, je suis passionnée, j'écoute, voilà. Et donc du coup, j'ai été voir ces personnes en leur demandant, comme Nelly Michelin ou comme d'autres, hein, ce qu'ils faisaient. Mais sincèrement, je veux dire, c'était pas un truc construit, c'était pas du marketing à l'époque. C'était vraiment du genre, raconte-moi ce que raconte-moi ta vie, raconte-moi comment t'as fait, comment t'en es arrivé là, c'est génial, écoute, voilà. Et c'est vrai que alors, le truc qui m'a aidé, alors je vais vous demander de me tenir ça 2 petites secondes, oui. Parce que c'est quand même, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur il y a pas mal d'années, un type d'une 60aine d'années, qui a fait des choses extraordinaires dans sa vie, mais vraiment des choses incroyables. Et il a gravi sur toutes les montagnes possibles, imaginables, il s'est jeté de toutes les falaises, etc. Bon, à l'époque où je l'ai rencontré, il avait une 60aine d'années, donc il était un peu en ralentissement. Et moi, quand il m'a raconté son aventure et tout ce qu'il avait pu faire, j'ai bouffé tout ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour arriver à faire tout ça? Je veux dire, la plupart des gens, même partir en vacances, c'est un problème. Je veux dire, toi, t'as déplacé des montagnes, t'as fait tout un tas de trucs vraiment pas possibles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il me raconte en fait, à l'âge de 20 ans, il a eu un accident très grave. Il a vraiment failli mourir et il est resté immobilisé pendant 4 ou 6 mois. Et 20 ans, c'est jeune pour mourir, hein, quand même. Et donc, évidemment, il a pris une prise de conscience pas possible. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie si je sors de là? Et il a fait une liste. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu un film qui a été fait à propos d'une liste. Mais en fait, il a fait une liste de tout ce qu'il voulait réaliser dans sa vie. Et il me sort un papier pourri de son portefeuille, un truc tout à moitié rogné, etc., avec toute une liste de choses. Et il me montre comme ça en me disant, mais et tu vois, il manque encore des choses à faire. Et j'étais hallucinée. Je lui dis, mais et il me dit, toute ma vie, ce papier, cette liste de ce que j'ai pu faire quand j'avais 20 ans, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le réaliser parce que je venais de comprendre que la vie était fragile et que je ne pouvais pas partir comme ça et qu'il fallait que je fasse des choses. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et alors du coup, j'en ai tiré un exercice que j'ai fait faire à des centaines, même plusieurs centaines d'étudiants, parce que j'ai accompagné pas mal d'étudiants dans leurs projets professionnels, que j'ai appelé le petit carnet de la vie que je veux. Et donc, je demande aux gens... Et alors, ça me plaît beaucoup, ça. Ah oui, écoutez, mais ça c'est vraiment... donc la vie que je veux, l'idée c'est de se poser 10 questions.
et d'avoir 10 réponses à chacune de ces 10 questions, dans tous les domaines d'ailleurs. Il y a même un chapitre financier qui vous intéressera certainement. Éventuellement, si vous voulez, je vous donnerai la liste des questions. Et donc chaque étudiant, chaque personne que je coach, je leur demande d'acquérir un petit carnet. Alors vous voyez, moi j'en ai pris un qui est un peu solide. Oui. Alors à l'époque avec Marilyn, j'aurais pu, c'est pas, j'ai rien, voilà, mais un peu solide parce que le but du jeu c'est qu'il résiste. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, de se poser des questions et de prendre tout son temps pour répondre à chacune de ces 10 questions, de façon à avoir une vision extrêmement claire de ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Alors pour moi, on ne peut pas réaliser des choses si on n'a pas envie de les faire. Alors, moi j'ai vécu ça, je veux dire, à l'époque, j'ai toujours eu envie de faire des choses, même si je ne savais pas quoi, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a l'envie qui est là au départ. Oui. Hein. C'est vraiment la première chose, le leitmotiv, d'ailleurs pour moi ça a toujours été mon leitmotiv numéro 1, il faut que j'ai envie de faire quelque chose pour le faire, quoi. Et donc, prendre le temps de répondre à chacune de ces 10 questions et d'inscrire ça dans un petit carnet. Et alors ce qui était génial, j'ai eu plein d'aventures avec ces histoires de petits carnets. J'étais avec des étudiants à l'INSEC et un jour j'ai un jeune homme comme ça qui vient me voir, Émeric il s'appelle. Il me dit bah, écoutez madame, moi il me pose un problème votre petit carnet parce que je vais passer un master en finance, mais mon rêve ça a toujours été de faire le tour du monde. Et je lui dis et alors? Il me dit mais si je pars maintenant faire le tour du monde, mes parents ils vont me tuer. Parce que vu ce que ça a coûté, tout ça, etc. Et on s'attend de moi à ce que je rentre dans une grosse boîte. En plus, je suis un des premiers de ma classe. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes sur nous. Mais moi, j'ai envie de partir faire le tour du monde. Et je lui dis, bah oui, mais t'as raison. De toute façon, il vaut mieux que tu trouves un boulot maintenant, que tu te maries, que tu aies des gosses. Puis après, ton tour du monde, tu te feras peut-être à la retraite. Éventuellement, si tu as le temps. Bon, par contre, c'est pas sûr quand même que tu arrives jusqu'à la retraite. Mais après, c'est un choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il m'a regardé, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette prof bizarre qui me dit des trucs pareils? Parce que c'est clair que il voulait de l'encouragement ou de. Ah oui. Il attendait une réponse. En fait, non, je crois qu'il était vraiment dans un questionnement particulier. Il devait se dire, mais ça devait être vraiment là, quoi. Bref, on a pris un café ensemble et puis il m'a posé plein de questions. Il m'a dit oui mais comment on peut faire pour faire un tour du monde, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je dis bah écoute, ça peut être un nouveau challenge, ça peut être une aventure, ça peut être comme la création d'une entreprise, il faut trouver des sponsors, il faut trouver plein de trucs, etc. Et puis plus de nouvelles des briques. Je me suis dit bon, peut-être qu'il a été en fin de compte embauché dans une grosse banque et puis il a trouvé un bon poste, etc. Et le jour de l'an, je reçois une photo par email de lui aux États-Unis, avec le pont rouge derrière et avec son petit carnet comme ça. Alors voilà. Alors donc du coup, c'était il y a un moment, donc il est parti, il a fait en fait, il n'a pas fait un tour du monde, il a fait un tour des États-Unis. Mais bon, en tout cas, c'était son tour du monde à lui. Il est parti pendant presque 6 mois. Et puis après il est revenu, alors c'était drôle parce que le lendemain de son retour, j'organisais un petit déjeuner sur personal branding. Il est arrivé pratiquement en déposant ses valises, enfin il avait déposé ses valises chez ses parents la veille et puis il est venu partager son aventure et son histoire et je trouvais ça vachement sympa, quoi. Alors maintenant il bosse dans une grande banque, mais il a mais au moins il a fait son tour. Exactement, exactement. Et donc voilà, et c'est vrai que pour moi il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et après, il faut être extrêmement opportuniste. Donc le projet de vie. Exactement, c'est ça le projet de vie. Là, ça commence toujours par avoir une vraie vision de ce qu'on a envie de faire. Si on ne sait pas ce qu'on veut, même des fois c'est peut-être pas tout à fait clair, je veux dire ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis, mais au moins de se poser la question. Oui. Et j'ai souvent, et cette question-là c'est une question qui bug chez les gens. C'est une question difficile, hein, oui. Quand on se l'est jamais posée. Exactement, et il y a peu de gens en réalité qui se la posent, parce que moi c'est une des premières questions que je pose quand je fais un coaching aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je veux travailler. Ah oui, mais tu veux travailler pour quoi faire? Pour gagner de l'argent. T'es sûr que ça suffit? Moi je suis persuadée que ça suffit pas. C'est important, c'est génial parce qu'on peut pas faire un tour du monde sans argent, il faut de l'argent. Mais si on n'y a pas la motivation, Marc a dit la motivation ça peut être l'argent. Mais il faut que ce soit une vraie motivation. Oui, mais ça bon, il a été prouvé que ça s'étiole très rapidement. Ça s'étiole très rapidement, ça c'est clair, c'est clair. Donc du coup, avoir une idée de ce qu'on veut et ensuite, faut être extrêmement ouvert, proactif, rencontrer des gens, essayer d'aller dans les milieux qui nous intéressent, pas hésiter à aller dans des soirées, être invité un peu partout. Mais il faut être
faut bouger. Oui. Hein, faut c'est bouger. la capacité à créer du lien, à se connecter à d'autres personnes. Exactement. À aussi peut-être parler tout simplement de son projet de vie, parce qu'une fois qu'on l'a défini, on ne le garde pas pour soi, et c'est comme ça qu'on trouve aussi des gens qui nous apportent des idées ou des solutions ou des contacts. Et moi, je sais que j'ai jamais considéré que je savais tout et même que je savais souvent rien en fait. Je plutôt considéré que je savais rien. Et donc, j'ai jamais eu peur d'aller demander aux gens qui savent. Ça, c'est aussi un truc. C'est moi, je sais pas, donc je la ferme. Je fais pas semblant de me la péter. J'avais fait cette expérience et je m'étais fait casser. Donc, je dis ok, je sais pas, donc j'apprends. Et donc, aller voir les gens qui savent, c'est une bonne idée. Pour moi, c'est une super même idée. Parce que de ce que je sais, en tout cas, chaque fois que j'ai demandé de l'aide ou des conseils à quelqu'un, il n'y a jamais personne qui m'a refusé. Jamais. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une fille ou j'en sais rien. Mais bref, il y a des façons de demander, c'est sûr. Mais il faut demander de l'aide, il faut demander... Et puis, ceux qui ont vécu des choses et qui en sont fiers, adorent les partager. Oui. Et donc du coup, faut pas hésiter à les partager avec eux parce que alors moi je prends des notes, j'ai des petits carnets, je prends des notes, j'écoute attentivement et puis après j'organise ça à ma façon quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la chose qui me paraît la plus essentielle et de se laisser d'être ouvert, totalement ouvert. On parlait du lâcher prise, hein, c'est ça. Lâcher prise totalement, mais c'est un peu comme un fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'il y a un objectif et celui-là, il faut continuer à le toucher, à l'atteindre. Ok. Et, donc je sais pas. Bon. On va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Parce qu'il commence à pleuvoir. Pardon, je sors du champ. Mais merci à toi et puis j'espère que tout ça sera utile. Oui. Et je peux fournir la liste des questions que tu peux ce sera un magnifique, proposer. Voilà. Magnifique bonus. Merci beaucoup. Génial, merci beaucoup.